quand le cinéma américain se constitue en une série de systèmes, le premier système, ça va être le système de genre, à l'époque des tout débuts, dans les années 1910. Puis ensuite, il va y avoir le système des studios, lorsqu'ils vont prendre une certaine importance. Et à partir de 1910, quand le premier nom d'acteur, c'est une actrice, va être révélé, il va y avoir le système des stars, le star system qui va être mis en place. Eh bien, le cinéma américain va développer un système iconographique, c'est-à-dire un système de thèmes qui vont être repris de film en film, souvent déguisés. On peut ne pas les reconnaître quand on passe d'un film comme un film de gangster à un western. En fait, il y a un thème qui est absolument commun. Et ce système iconographique, les Américains, les spectateurs américains, à partir des années 20, et cela jusque dans le courant des années 1970, vont y être extrêmement sensibles parce qu'ils vont être véhiculés par des acteurs qu'ils aiment et qui répètent ces thèmes par leur comportement, par certains aspects du dialogue, par les costumes qu'ils portent, par leur regard, régulièrement. Et les gens aiment les stars par rapport à cette iconographie systématisée. Alors, les grandes stars masculines comme les grandes stars féminines ne peuvent être appréciées, aimées, adorées du public que si elles ont une dimension positive. Alors, elles sont plus ou moins pures, mais au niveau des hommes, il est évident que le héros, c'est un être qui est bon, fondamentalement bon. Parfois, il n'est pas tout à fait pur, mais à la fin du film, il le sera. Donc, en lui, il est parfaitement imprégné de ce concept d'innocence dont nous venons de parler de la Genèse. Alors, le cinéma hollywoodien est donc fondé sur le manichéisme. D'un côté les bons, de l'autre les méchants. Après-guerre, il va y avoir des nuances. Il va y avoir des méchants qui pourront avoir un petit côté un peu plus bon, mais ça sera proche de l'hypocrisie, et le fait qu'ils peuvent dégager un certain magnétisme sera vite renversé par le bon, qui, lui, même s'il est parfois un peu tenté par le mal, surmonte la tentation et va redevenir à 100% bon pour détruire le méchant. Et un bon exemple, c'est Ben-Hur, le roman du gouverneur Lew Wallace, qui est publié à la fin du XIXe siècle, qui fera l'objet de au moins 4 adaptations au cinéma par la suite. Le personnage de Ben-Hur a un bon copain au début, qui est un Romain, Messala, et il va y avoir un grand désaccord quand il se retrouve adulte, parce que Messala voudrait exploiter le fait que son copain représente la communauté juive, il a un grand rôle au sein de celle-ci, et il voudrait qu'il lui dénonce des espions, etc., qui essaient de renverser la puissance romaine dans la région. Alors, cet antagonisme va faire que, suite à un petit incident, Ben-Hur va être arrêté, envoyé aux galères par son ancien copain qui met la puissance romaine au-dessus de l'amitié. Donc Messala, c'est vraiment le salaud intégral, même si au début, il apparaît comme un très bon copain. Mais ce qui est intéressant de voir par rapport au personnage bon qui est Ben-Hur, c'est qu'il va être obsédé par l'esprit de vengeance. C'est-à-dire, il est envoyé aux galères, il est sauvé, il sauve le capitaine, le commandant du navire pendant une bataille navale qui est très reconnaissant à Rome, va en faire son fils adoptif. Donc Ben-Hur à Rome devient un personnage important, mais il n'a de cesse de revenir chez lui pour retrouver sa mère et sa sœur, dont il n'a pas de nouvelles, et aussi de se venger de Messala. Donc cet esprit de la vengeance, dans le roman du gouverneur Wallace, incarne l'esprit vengeur divin. Dieu est un Dieu vengeur dans l'Ancien Testament, alors que Dieu, dans le Nouveau Testament, est un Dieu d'amour. Donc il va falloir qu'il gagne la course de chars, je dirais presque incidemment, car Messala est victime de sa traîtrise pendant la course, et donc il va mourir. Et là, comme il côtoie Jésus à 4 reprises dans l'histoire de Ben-Hur, eh bien à ce moment-là, il va être imprégné de l'esprit d'amour et surmonter ce côté vengeur qu'il a caractérisé jusqu'ici. Donc le bon peut être un petit peu moins bon, mais finalement l'est totalement, car enfin, à la base même du personnage de Ben-Hur, vous avez l'innocence qui le caractérise d'un bout à l'autre. Alors, c'est un exemple, on pourrait en citer beaucoup d'autres. Vous avez, dans les westerns, le personnage est toujours imprégné de ce concept de bonté, de pureté et d'innocence, parce qu'il est amené à côtoyer la nature
d'un bout à l'autre. Et même si là aussi, il peut être parfois un peu tenté par des mauvais côtés, je pense à James Stewart dans Les Affameurs d'Anthony Mann, et bien à la fin, il est évident qu'il surmonte tout cela, et la nature aidant, et sa propre nature innocente aidant également, il est le personnage bon par excellence jusqu'au bout. Alors, il y a le manichéisme d'un côté, mais vous retrouvez aussi à l'époque du muet et plus tard également les grands innocents dans le cinéma burlesque. Tous les grands comiques sont des personnages qui sont innocents. Ils sont complètement dépassés par le développement de la société américaine. Donc le burlesque, le grand burlesque, c'est dans la deuxième moitié des années 10 et surtout tout au long des années 1920, avant que le cinéma passe au sonore. Et là, vous avez des personnages qui sont face à une décennie, les années 20, où la société de consommation, même si on ne l'appelle pas encore ainsi, s'est beaucoup développée. Le niveau de vie américain est très élevé. En outre, les Américains ont le sentiment d'être très puissants parce qu'en 1917, ils ont décidé d'aller libérer les Français de leurs tranchées où ils étaient coincés contre les Allemands. Et là, ils prennent une dimension quasi internationale de sauveurs. Donc, il y a un patriotisme, un nationalisme exacerbé qui se développe dans le pays à l'époque. Alors, ce bien-être socio-économique, les grands comiques du cinéma n'en profitent pas. Ce sont souvent des laissés-pour-compte ou des personnages qui ne sont pas conscients de tout cela et qui sont imprégnés de l'innocence, de l'offense même. Elles vont se trouver confrontées toujours à des personnages adultes, parfois un peu plus âgés qu'eux, et qui sont, eux, extrêmement corrompus par les nouvelles fausses valeurs du système américain. Alors, Buster Keaton est bien sûr peut-être celui auquel on pense en premier. Harold Lloyd, qui pourtant joue un personnage de quelqu'un qui veut réussir à tout prix, mais il y a plein d'obstacles toujours. Dans un de ses films les plus célèbres, monte là-dessus, Safety at Last, il faut qu'il grimpe au sommet d'un gratte-ciel en le gravissant comme si c'était l'Everest pour arriver à ses fins et pouvoir aussi épouser la jeune fille dont il est épris. Et peut-être le plus innocent de tous, c'est Harry Langdon, qui lui-même joue un rôle de nourrisson attardé dans ses films, les meilleurs étant ceux dont la réalisation avait été confiée à Frank Capra. Je pense à sa dernière culotte, Long Pants, réalisée par Capra donc. Et puis, bien sûr, il y en a un autre qui va beaucoup plaire pour son innocence enfantine, c'est Stan Laurel, opposé à Oliver Hardy, Laurel et Hardy, comme on dit en français. Hardy joue le rôle du père, c'est quelqu'un de mûr, qui connaît assez bien l'environnement social dans lequel il évolue. Il est flanqué de ce partenaire qui est souvent, parlé un peu populairement, à côté de ses pompes, des pompes enfantines, et qui commet des gaffes qui mettent en péril leur simple survie. Alors, ça c'est pour les années 20, mais Laurel et Hardy vont franchir le cap du sonore avec grande réussite, et ce système de l'innocence, ils vont le véhiculer eux aussi. Il faut citer les frères Marx, et ça c'est intéressant, parce que quand on passe dans les années 30, où le cinéma donc devient parlant, eux ils demeurent fidèles au burlesque, avec beaucoup d'apports empruntés au music-hall, mais parmi les trois frères Marx qui restent dans l'histoire du cinéma, il y en a un qui incarne l'innocence totale, mais une innocence un peu maligne par moments, qui est donc le Harpo, celui qui ne parle pas. Alors, le cinéma burlesque va disparaître petit à petit, mais il va avoir, dans les années 50, dont nous allons parler bientôt, il va avoir un représentant qui, lui, sera le plus innocent de tous, qui sera Jerry Lewis, comme on dit en français. Et il sera d'ailleurs le dernier grand innocent de la comédie américaine, avec un succès national. Les intellos américains le détestent, mais dans le Middle West, c'est un véritable dieu. Alors, il faut aussi signaler, pour être un peu complet sur la représentation de l'innocence au cinéma, le rôle joué par les jeunes femmes. Car à l'époque du muet, lorsque les premières stars féminines vont déferler sur l'écran, ce sont toutes des personnages d'ingénues, des jeunes filles qui, lorsqu'elles sont attirées par un garçon, le sont d'une manière absolutiste et bien sûr platonique le plus longtemps possible, à une époque, je pense aux années 20, où il y a aussi le contraire qui existe à l'écran, avec Louise Brooks et quelques autres, Joan Crawford, des filles extrêmement délurées, les flapper girls, etc., qui portent la jupe juste au-dessus du genou, qui s'écrasent les seins pour faire garçonne, etc. Bon, ça, c'est l'antithèse. Mais elles ne sont pas des mauvaises filles pour autant. En revanche, l'accent est beaucoup mis sur celles qui véhiculent ce qui reste la pureté de l'innocence, si j'ose dire, du XIXe siècle donc, à l'écran.
parmi les plus populaires donc, dans les années 20, des filles les plus pures, il faut citer deux fabrications de David Ward Griffith. C'est d'abord Mary Pickford et ensuite donc Lillian Gish. Alors, Mary Pickford, bien sûr, un seul titre de ses films est suffisant pour qu'on comprenne le type de personnage qu'elle incarnait. Pauvre petite fille riche. Là, toutes les spectatrices de tous âges à l'époque ne pouvaient que s'identifier avec cette fille à qui il arrive que des malheurs, et pourtant il y a de l'argent derrière. Et Lillian Gish, ce sont dans des drames dans lesquels elle apparaît, Le Lys brisé par exemple, où elle tombe amoureuse d'un Chinois très solitaire. L'action se passe à Londres, mais qu'importe. Elle est victime d'un père qui est une véritable brute et qui mourra à la fin, donc les spectateurs ne peuvent s'identifier qu'avec ce type de personnage. Et alors, celle qui va leur emboîter le pas dans les années 30, c'est la quintessence même de l'ingénu. C'est une petite fille, toute petite, toute rondelette, avec des cheveux bouclés. C'est Shirley Temple, qui va reprendre d'ailleurs certains des rôles tenus par Mary Pickford à l'époque du muet. Et elle a fait un film en 1935 qui s'appelle Boucle d'or, Curly Top. Donc le titre, là aussi, suffit pour voir le type de personnage qu'elle était. Et Shirley Temple, on la cite rarement quand on parle de cette décennie-là, mais c'était l'actrice la plus populaire de toutes, y compris plus populaire que les acteurs américains qui menaient le bal à cette époque-là.